Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Un mois, jour pour jour, après avoir convoqué le grand dialogue national, Saint-Mélima, chef-lieu du département du Dia-et-Lobo, région du Sud, s'embrasait. 2 jours de vives tensions intercommunautaires, une colère partie de l'assassinat d'un jeune conducteur de moto-taxi qui finira par s'abattre sur l'élite locale. Responsable aux yeux de la jeunesse désœuvrée locale de tous ces maux. La jeunesse du Dia-et-Lobo, apprend-on, ploie sous le poids du chômage, de la précarité, de la misère et du sous-emploi. D'autres observateurs avertis y voient une lutte des leaders de leadership dans le département dont est originaire le chef de l'État. Equinox Soir, c'est tout à l'heure à 20h la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Et tout de suite après, ce sera le débrief. Tout de suite, madame, monsieur. Et maintenant, c'est le fait du jour. Saint-Mélima, l'élite locale a-t-elle failli? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Mombat Amadou Aïdjo. Bonsoir. Bonsoir, Otou. Merci de m'avoir invité. Voilà. Enfin, je participe à votre émission. Oui. Et c'est un plaisir d'être là pour partager. Le plaisir. Oui. Je dis aussi bonsoir à tous les copanélistes, à vos nombreux téléspectateurs, et surtout aux militants de l'Union démocratique du Cameroun et aux nombreuses populations qui nous suivent en ce moment. Ok, bienvenue. Vous êtes membre du bureau politique de l'UDC. Membre du bureau politique de l'UDC, secrétaire national à la communication et conseiller municipal à la commune d'arrondissement Douala 2e. Voilà, un autre conseiller à côté de vous, lui c'est Hilaire Zipan. Nous sommes à Douala 1er. Hilaire Zipan, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox Soir, qui est devenu pratiquement un rendez-vous dans le paysage médiatique camerounais. C'est toujours un plaisir d'être là après la participation au grand dialogue national. Oui. On ose croire que les recommandations seront bien entendues, bien étudiées, bien appliquées, parce que le chemin à parcourir reste extrêmement long et les attentes sont très très importantes. Voilà, Hilaire Zipan qui faisait partie de la commission 8. Hein. Oui. La commission, on avait comme l'impression qu'elle était plus importante que les autres. Hein. Tout le monde voulait être membre de cette commission. Oui, mais il faut dire que la passerelle, donc le Premier ministre a fait montre, a permis à ce que les gens puissent aller s'exprimer dans les commissions. Ils se sentaient le plus à l'aise. Oui. Je suis conseiller municipal depuis près de 2 mandats. Vous connaissez le combat que j'ai mené dans ce sens-là pour que les collectivités puissent avoir suffisamment de moyens, donc j'étais pratiquement dans mon élément, j'étais comme un poisson dans l'eau. Je pense qu'on a apporté beaucoup à cette commission. Il y avait notamment également Limbi Loubet qui était là, Sambaka Cyril. Oui, mais bon, vous savez, ces éléments-là, il faudra laisser la latitude apprécier ce qu'il a posé comme acte. Donc je pense qu'il y avait aussi également le président Sambaka Cyril qui a beaucoup apporté. Et c'est toujours un plus pour ceux qui travaillent au quotidien. J'ai l'impression que les gens ne savaient pas dans quelle ambiance on se trouvait. Vous savez, à peu près une journée pour 60 personnes, ce qui fait que prendre la parole en 4 minutes pour parcourir 10-15 lois, je pense. Je pense que si mon vote, ça fait 15 lois à la commune qu'il faut parcourir, extirper ce qui ne marche pas, les faire passer par une recommandation. Quand vous avez que, par exemple, Jean Kouité, le secrétaire général du RDPC qui est là, l'ancien premier ministre Jean Philomon, des personnalités de rang comme le professeur Joseph Ouna qui a rédigé complètement cette constitution. Donc vous voyez que c'était pas du tout facile. Mais on a fait ce qu'on a pu. Je pense que on estime qu'on va avancer. Ok. Maître Roland Diéou, on ne vous a pas vu depuis ce grand jour. C'était un grand jour, le 5 octobre. On ne vous a pas entendu sur ce jour. Permettez-moi d'adresser aux téléspectateurs, aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir, mes salutations fraternelles, ainsi qu'à mes copanélistes et vous-même, monsieur Otto. Oui, merci.
Vous savez qu'il n'y a pas que... on est souvent tiraillé entre plusieurs obligations, oui. Et l'occasion ne s'est pas présentée pour que nous puissions donner notre part de contribution à cette grande messe, comme c'est devenu déjà le cas, oui. De partager tous les soirs avec les téléspectateurs autour d'Equinox ce soir, autour de Serge Alain Autou et de son panel. Donc je renouvelle mes amitiés à tous les téléspectateurs. J'insiste pour saluer bien bas tous les combattants de la liberté, ceux-là même qui étaient pendant 9 mois otages du régime de Yaoundé pour avoir osé braver les interdictions pour manifester et exercer ainsi leurs droits constitutionnels. J'adresse également mes encouragements et un message d'humilité et de soutien à tous ceux qui encore font l'objet de poursuites et d'incarcération, en leur disant que personne ne les oublie, personne ne les oubliera. Et tant que tous ne sont pas libres, le combat ne peut pas être considéré comme terminé. Je pense ainsi à notre premier vice-président, M. Mamadou Mota, qui, comme vous le savez, est encore entre les mains de ce régime qui ne sait faire autre chose que la répression, et la répression aveugle parfois. Donc cela dit, je vous remercie pour l'invitation de ce soir et j'espère que nous serons à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Ok. Juste à côté de vous, Honoré César Ngomon. Bonsoir Honoré. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui se donnent la peine de nous suivre à ce moment. Bonsoir à toute la jeunesse camerounaise, en particulier celle de Douala 3e. Un bonsoir particulier à tous ces compatriotes qui ont choisi de porter les armes contre la nation. Et au lendemain du grand dialogue, je pense qu'ils saisissent la main tendue des institutions qui leur donnent cette chance de rejoindre la nation et de porter leurs revendications dans un cadre, le Premier ministre l'a dit, le dialogue continue. Il ne continuera pas éternellement. Je voudrais leur dire, parce que c'est nous, la jeunesse, qui sommes au centre de toute cette bataille. Saisissons la main tendue de ces institutions. C'est une très grande porte qu'ils nous ont ouverte. Et je pense que dans aucun pays au monde, une rébellion n'a gagné l'État. Donc, moi, j'ai saisi cette opportunité pour faire appel à ces nombreux jeunes qui ne demandent qu'une seule chose, être entendus, être considérés dans notre société comme tout citoyen avec des droits et des devoirs. Donc, c'est l'occasion de pouvoir, j'ai suivi tout à l'heure M. Zipan, essayer de nous faire un petit briefing de ce qui s'est passé. Il est lieu d'encourager ce qui s'est passé au dialogue et de pouvoir saisir cette opportunité, même s'il faut me répéter, la porte n'est pas fermée. Saisissons cette porte, sortons ces jeunes de la brousse, donnons-leur l'opportunité de pouvoir saisir cette occasion afin que le Cameroun reste un et indivisible. Parlons d'une autre jeunesse, celle de Sang-Médina. Honoré César, quel jugement vous portez sur cette jeunesse au regard de ce qui s'est passé là-bas le 9 et 10 octobre? La jeunesse de Sang-Médina, la jeunesse de Manfé, la jeunesse de Makénéné, de Noubissoun, la jeunesse de Bafoussam ont tous les mêmes problèmes. Et je ne viendrai pas ici stigmatiser une certaine jeunesse. Je pense que les revendications qui sont posées, nos élites sont interpellées. Il est important que l'élite prenne l'exemple de celui dont on a donné la charge de conduire ce dialogue national. Nous avons vu le Premier ministre qui est arrivé dans les 2 régions en crise. Nous l'avons vu au milieu des foules. Nous l'avons vu s'adapter au langage des foules de population et de tendre la main et de passer le message de façon participative et d'appeler les parents, d'appeler les aînés, leur demandant de demander à leurs enfants de sortir de la brousse, qu'ils n'aient peur de rien,
Et jusqu'ici, pendant le dialogue national, nous avons vu des témoignages des compatriotes qui ont décidé de sortir de la boue, de laisser tomber les armes. C'est peut-être ceux de Saint-Mélima ont à leur façon porté leurs revendications, mais avec à raison ou à tort, mais je pense que nous sommes une nation et la nation Cameroun ne saurait se construire. Moi qui suis originaire d'une autre région et dont le littoral m'a adopté, m'a tout donné, sur 365 jours, je ne pense pas qu'il m'arrive de passer 2 jours d'où je viens. Je les passe à Douala 3e, et je me sens à l'aise. J'ai femme, enfant de ce côté-là, mais je respecte les lois de la communauté qui m'a accueilli, je respecte les lois de la République, et je pense que c'est ce que les jeunes de Saint-Mélima ont voulu faire passer comme message. Ils existent, ils ne veulent pas se sentir comme ceux-là qui ont bradé, comme on aime bien parfois le présenter. Ils ont accueilli les autres et ils voudraient que les autres s'imprègnent déjà de leurs us et coutumes et qu'ils les respectent. Et je pense que, vu sur cet angle-là, la jeunesse de Saint-Mélima passe un message qui est celui d'une jeunesse qui a un certain mal-être, mais qui reste attentif et qui demande tout simplement à ce que l'élite joue son rôle. Et je pense qu'à la réponse de certaines élites, ils ont pris conscience et ils ont promis. Maintenant, ne restons pas dans le cadre des promesses. Il faudrait que ceux qu'ils ont accueillis se considèrent comme des compatriotes qui sont partis, certains de leur lieu d'origine, certains qui sont nés là, mais que Saint-Mélima a des us et coutumes qu'il faut respecter. Donc, je pense que Saint-Mélima ne saurait faire le débat des acteurs politiques que nous sommes sur ce plateau. Nous sommes dans la construction de la nation. L'un est à l'apaisement, l'un est au dialogue. Le dialogue continue, envoyant-leur le message positif. Ils ont fauté parce que certains ont posé des actes qui ne sont pas au-dessus de la loi, qui sont réprimandés par notre loi, il faut le dire. Mais le message essentiel reste. Ils ne vont pas le refaire. Mais je pense aussi que l'élite qui est chargée de prendre un certain nombre de décisions, de mettre un certain nombre de mécanismes du bien-être social, a saisi le message et résolument que des promesses qui leur ont été faites les uns et les autres, et même ceux qui avaient déjà l'intention de faire bagage, vous ne faites pas bagage chez vous. Vous êtes au Cameroun. Essayez tout simplement de tendre l'oreille à vos compatriotes qui certainement ont relevé certains griefs, et la cohabitation continue, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le jumelage des mariages interethniques, j'en connais plusieurs, même si certains veulent parfois à visage voilé épouser les filles de certaines zones parce qu'ils prétendent convoiter X ou 1 mètre carré, mais il n'est plus le cas. De jour en jour, il faut comprendre que les autres se sont assagis et il faut s'adapter aux lois et us et coutumes locales. Voilà, il y a des images qui ont circulé, Moubat Aïdjo, des personnes quittant la ville de Saint-Mélima, les motos avec bagages. Vous avez vu cette image? Qu'est-ce que ça vous a fait? Serge, ce qui s'est passé à Saint-Mélima doit interpeller tous les Camerounais. Ça doit interpeller tous les Camerounais pour au moins 2 raisons. D'abord parce que c'est un phénomène qui a commencé depuis longtemps et qui est devenu récurrent. Et surtout, que ce phénomène s'inscrit au lendemain de la tenue du grand dialogue. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, moi aussi j'ai participé au grand dialogue. J'étais dans la commission en charge du système éducatif. Et lorsque nous avons commencé les travaux, il y avait une certaine tension sur le visage des participants. Vous voyez qu'il y a un malaise. Donc pour nous, nous nous sommes dit que c'est un début de dialogue. Et je vous dis, ce qui s'est passé à Saint-Mélima est d'autant plus
interpellatifs, d'autant plus inquiétants que parti d'un phénomène, parti d'un meurtre entre beaux-frères, doublé d'un soupçon de vol d'une moto, ça a complètement glissé à une grande campagne de pillage systématique des populations non originaires de Sangmélima, les Bamoun, les Bamileke et les Aoussa. Comme vous dites, les populations sont parties, les victimes sont parties de Sangmélima par vagues. Juste par instinct de survie, ils ont pu emporter ce qu'il y avait à leur portée. Ils sont allés de Sangmélima en moto. Ceux qui arrivaient à Yaoundé ne pouvaient plus continuer, ont fait escale à Yaoundé. Et d'autres ont continué. Et je dois vous dire que pour ceux dont j'ai les informations, avant d'entrer ici, j'ai causé au moins avec une dizaine de victimes depuis le matin. Il y en a qui sont à Yaoundé, d'autres qui sont arrivés à Foumbane. Quand ils sont arrivés, ils étaient, comme on dit au quartier, avec le sang à l'œil. Pour eux, il était question de s'attaquer à tous ceux originaires de Sangmélima, les boules, comme on dit, qui vivent dans le Noun. Vous comprenez? Où pouvait amener l'escalade. Bon, tout de suite, je dois vous dire que pour ne pas jeter l'huile au feu, les élus de l'UDC les ont accueillis, les ont écoutés et ont continué de les écouter. Et je peux vous dire que le 17 prochain, tous les députés et les maires du Noun vont se rendre au sud. Ils vont rencontrer les autorités administratives, le gouverneur. Je crois que le courrier est parti aujourd'hui. Je crois que le gouverneur l'a reçu aujourd'hui. Ils vont rencontrer le gouverneur, le préfet d'Inja et Lobo, le sous-préfet de Sangmélima, le maire de Sangmélima, les forces de les FMO, les forces de maintien de l'ordre, les victimes, les populations qui sont encore là-bas, et puis leurs homologues, c'est-à-dire les élus d'Inja et Lobo, les députés et les maires. D'abord pour s'enquérir de la situation et voir surtout ce qui a été pris comme mesure. Parce que ce que nous devons savoir, au-delà du pillage, cela a causé des dommages psychologiques énormes, au-delà des dommages matériels. Et je vous dis que les gars sont traumatisés. Donc voilà. Et maintenant, ce que je dois dire, parce que quand je vois votre thématique, vous parlez des élites. Vous demandez si les élites ont failli. Je crois qu'il est même important de savoir ce que c'est que, quelle définition on donne au terme élite dans notre contexte camerounais. Parce que nous avons parce que c'est un vocable noble, mais au Cameroun c'est dévoyé. Parce qu'à partir du moment où vous avez des personnalités qui se retrouvent dans un système qui a bâti sa gouvernance sur le clientélisme, sur la surenchère, sur... c'est-à-dire que quand on nomme quelqu'un, il devient automatiquement, il se confond avec les institutions. Parce que ce que les populations, les jeunes de Sangmélima vivent aujourd'hui, c'est une accumulation de frustration, comme tous les jeunes au Cameroun. Oui. C'est une accumulation de frustration, de la pauvreté et tout cela. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, fatigué, parce que maintenant, tout à l'heure, j'ai entendu parler des promesses. Comment vous pouvez imaginer que des députés, des gens qui sont ministres pendant des années, c'est aujourd'hui que vous venez, lorsque les gars manifestent, vous leur parlez encore des promesses. Alors qu'à chaque fois, tout le monde sait qu'à la veille des élections, vous venez les rencontrer, vous leur promettez monts et merveilles pour qu'ils votent, vous les considérez comme du bétail électoral, mais une fois que les élections sont finies, c'est parti. Et ça, c'est valable partout. Hein? Vous allez voir dans d'autres contrées, quelqu'un est administrateur, quelqu'un est dans ses fonctions, il ne va jamais au village, il ne rencontre jamais les populations. Le jour où il bénéficie d'un décret présidentiel qui le nomme ministre ou directeur général, il se transforme ipso facto en homme politique. Il rentre au village, il devient une élite, alors qu'il n'a aucun contact, il n'a aucune connaissance des populations, des réalités de chez lui. Et du coup, il se confond avec les institutions et avec le temps, avec les promesses non tenues, avec l'instrumentalisation toujours plus poussée des populations, les populations ne lui font plus confiance et du coup, ils ont tendance à ne plus faire confiance aux institutions. Donc, c'est un problème. Et c'est pour cela que les élites, nous tous, nous devons faire attention. Et pour chuter, nous on a toujours dit au pouvoir, parce que lorsque vous êtes en face de vos amis du RDPC, ils vous disent qu'ils bombent le torse, ils sont des élus, ils ont gagné, le RDPC est implanté partout, ils ont la victoire, ils sont au pouvoir, d'accord, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces victoires accumulées depuis des années? Qu'est-ce que vous faites?
Puisque la vocation d'un pouvoir, la vocation d'un gouvernement, c'est de rendre les populations heureuses et vertueuses. Si vous engrangez des victoires et vous êtes incapable de rendre les populations heureuses, vous êtes incapable de répondre aux préoccupations des populations, vous ostracisez les populations, à quoi ça vous sert, les victoires? À quoi ça vous sert, ces victoires? Ça ne sert à rien. Parce que lorsque vous, encore une fois, lorsque vous êtes élu, ce n'est pas pour vous servir, c'est pour être au service des populations. Donc c'est un problème au Cameroun. Il faut que le paradigme de gouvernance change. Ok. Maintenant, revenons sur ces images des personnes qui quittent la ville. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas faire comme le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okale-Abila, y a fait pour le deuxième trimestre, je crois, empêcher les populations? Est-ce qu'on ne pouvait pas, l'autorité du Sud ne pouvait pas empêcher ces populations de rentrer? Cette image, à ce moment-là. J'aimerais, à la suite de votre question, vous poser la question de savoir, avant de les empêcher de rentrer, de prendre la route. De prendre la route du retour. Oui. Qu'est-ce que ces autorités ont fait pour que ces populations-là ne se sentent pas en insécurité? Parce que vous opposez là l'instinct de survie à une idée de la République que ceux mêmes qui sont censés incarner la République n'ont pas réussi à mettre en œuvre. Vous avez dit qu'il y a eu 2 jours d'émeutes à Saint-Mélima. 2 jours d'émeutes. Je crois que Saint-Mélima, c'est le chef-lieu du département du Djaïlobo. C'est donc un chef-lieu de département. C'est une unité administrative. C'est un chef-lieu d'unité administrative. Et donc, on ne peut pas m'expliquer qu'un chef-lieu d'unité administrative soit aussi à l'abandon en termes de force de maintien de l'ordre pour que 2 jours durant. 2 jours durant. On a dû faire appel à Bolova et Yaoundé. Ça pose donc, de FMO. Si je commence à grader les responsabilités et les échecs, alors ça veut dire qu'on est probablement en sous-effectif dans les forces de maintien de l'ordre au Cameroun. Parce que si au chef-lieu d'un département, il y a une crise qui germe et qu'il faut attendre 2 jours pour pouvoir avoir des forces suffisantes, il y a un problème. La deuxième chose, c'est que, et je prends pour mon compte les propos de M. Mongwat Aïdjo, pour souligner le fait que nous sommes dans la gouvernance du vide axiologique, c'est-à-dire qu'il est vide de valeurs. Même la République simplement a foutu le camp. Parce que c'est quoi la République? C'est la chose commune, la res publica. C'est quoi la gouvernance dans une république? Chose commune. C'est comme il a dit tout à l'heure, travailler à fournir aux populations le bonheur ou plus humblement le bien-être, parce que chacun a sa définition du bonheur, tout au moins le bien-être d'une part et d'autre part les rendre vertueuses. Ça fait une 40aine d'années que des gens gouvernent notre République et on a traversé les sommets de vice. Ça, c'est sur le moyen de la vertu qui est l'une des fonctions du gouvernant en République. Nous avons traversé les étapes les plus abjectes du vice. En ce qui concerne le bien-être, est-ce que les Camerounais se portent mieux en une 40aine d'années de gouvernance sous le prisme du libéralisme communautaire? Je pense qu'il n'est pas nécessaire que je réponde à cette question. C'est un truisme, tout le monde le voit. Pour revenir à ce qui s'est passé à Saint-Mélima, j'aimerais commencer par m'incliner sur la mémoire de ce jeune. Il est un jeune comme il y en a beaucoup au Cameroun, qui sont fauchés par le vice de certains qui n'hésitent plus à commettre des actes crapuleux d'assassinat. Je m'incline donc sur sa mémoire et j'adresse à sa famille, aussi bien sa famille naturelle qu'au-delà, mes humbles condoléances. Une fois que cela est dit, je suis très gêné et je ne peux pas vous le cacher
d'observer qu'il y a, depuis que cet événement a eu lieu, un nouveau discours au sein du RDPC qui consiste à dire que il faut peut-être comprendre ce qui s'est passé au nom de problèmes socio-économiques qu'on peut rencontrer partout. Au point où la seule fois où on estime qu'il faut condamner ce qui s'est passé, c'est de dire, comme je l'ai entendu tout à l'heure, les jeunes de Saint-Mélima ont fauté. C'est à peu près la seule fois où on a pu mettre à l'index ce qui est proprement, et ça, pour ceux qui ont pendant 9 mois traité nos camarades d'insurgés, ce qui s'est passé à Saint-Mélima en 2 jours, c'était ni plus ni moins qu'une insurrection. Et le pire dans ce type d'insurrection que nous avons vu, parce que M. Ngomo soupire, mais les gens qui se sont levés n'ont pas cassé ces boutiques-là avec leurs mains. Ils n'ont pas cassé les boutiques avec les doigts ou les ongles. Ils ont utilisé des armes. Elles ne sont pas des armes à feu, certes, mais on ne casse pas une boutique avec un ongle. Ça s'est fait pendant 2 jours. Des foules de gens ont pris d'assaut les biens des personnes et leur intégrité physique. On n'a pas vu de réaction prompte des forces de maintien de l'ordre, comme on le voit souvent d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de simples manifestations publiques ailleurs au Cameroun. On n'a pas vu ces forces de l'ordre-là se mobiliser avec des lances hauts pour ne serait-ce que disperser la foule. On n'a pas vu ça. Et quand il faut maintenant tirer le bilan, on nous explique qu'il faut peut-être minimiser ce qui s'est passé parce que les jeunes de Manfé, les jeunes de Bafoussam, les jeunes de Makenene, etc. ont les mêmes problèmes que ceux de Saint-Mélima et que ceux de Saint-Mélima ont simplement fauté. Ils n'ont pas simplement fauté. Ils se sont insurgés contre les biens et les personnes, contre les personnes et leurs biens. Ils l'ont fait avec des relents de nature ethno-communautaire. Il faut qu'on ait le courage au Cameroun d'apprendre à dire la vérité. Il faut qu'on ait le courage de dire que les boutiques qui ont été visées l'étaient précisément parce qu'elles sont réputées appartenir à ce qu'on appelle dans ce Cameroun où désormais on a plusieurs nationalités, des étrangers. Et M. Mongwat l'a dit tout à l'heure, ces violences visaient des boutiques appartenant au Haoussa, au Bamoun, au Bamileke. Alors, quand on a fini de dire ça, et qu'on se rend compte que l'élite, parlons-en, l'élite revient dessus et nous fait une sorte de saupoudrage pour diluer finalement tout ce qui s'est passé là-bas au nom de ce que j'ai entendu également ici, l'apaisement. Ça veut dire que dans ce pays désormais, ceux qui sont sortis du grand dialogue nous expliquent que pour certaines infractions pour lesquelles d'autres personnes ont pu faire 9 mois de prison sous la base de simples soupçons, ceux qui ont commis des flagrants délits d'insurrection, eux, au nom de cet apaisement, peuvent être impunis, peuvent simplement dire, ok, bon, d'accord, il faut que les autres, entre guillemets, je dis bien les autres, entre guillemets, parce que personnellement, je ne comprends pas comment en République, on peut avoir les uns et les autres. Si on est en République, ça veut dire que les citoyens, ça veut dire d'abord que nous sommes des citoyens, tous. Et si nous sommes tous des citoyens, ça veut dire que nous sommes égaux, non seulement en droit, mais aussi en devoir. Donc, les autres, les autres-là, c'est un discours qu'il faut au Cameroun apprendre à bannir. Et il faut qu'on ait également le courage d'adresser de manière institutionnelle la question du tribalisme. Nous avons dit, nous l'avons longuement dit, il existe au Cameroun, dans la manière institutionnelle de conduire les affaires publiques, une sorte de tribalisme d'État qui a ce genre de manifestation. Et
je dois le dire pour le souligner, Saint-Mélima n'est pas un cas à part. Je n'aimerais pas peut-être donner l'impression ici que nous nous sommes réveillés avec Saint-Mélima. Je dis que Saint-Mélima n'est pas un cas à part, mais tous les cas qui lui ressemblent sont des cas qui interpellent notre conscience collective en tant que Camerounais, qui interpellent ce que nous appelons souvent pompeusement et teinté d'hypocrisie, le vivre ensemble. Il faut que nous prenions le temps nécessaire pour faire l'exorcisme de ce que nous voulons dans notre société, de ce que nous voulons de nos concitoyens et de comment nous concevons la République. En un mot comme en mille, sortons des villages. Allons vers la République, car nous sommes des citoyens. Merci. Hilaire Zipan, il y a cette sortie dans le quotidien, chez nos confrères le jour aujourd'hui. Martin Zé-Messele, porte-parole des jeunes boulous de la ville. C'est comme ça que c'est intitulé. Il dit: nous, les autochtones, nous sommes victimes de plusieurs maux de la part des halogènes: meurtres, crimes rituels, viols, vol de moto et agressions. Le constat qu'on fait est que on arrête quelqu'un aujourd'hui, le lendemain, il est dehors. Nous sommes fatigués. C'est également un message adressé au chef de l'État, afin qu'il sache que nous, les enfants, les jeunes du Djaïlobor, nous souffrons. Or, nous ne devons pas souffrir. Être dans le besoin, comme c'est le cas aujourd'hui, alors qu'il est aux affaires. Les élites du Sud ne font rien pour nous. Elles ne s'occupent que de leur famille. Donc pour ces jeunes, le porte-parole des jeunes du Sud dans le quotidien Le Jour aujourd'hui, il y a deux problèmes: les halogènes et l'élite. C'est un problème extrêmement délicat. Et je vais emprunter quelques phrases des dirigeants actuels. La violence contraint, elle ne convainc pas. Deuxième prisme que je voudrais emprunter: vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un de vivre sa tribalité. Mais le danger, c'est quand il met sa tribalité au-dessus des autres. Le troisième concept: nous sommes des Bantous. Nous avons tous un terroir. Il faudra donc que l'on puisse bien l'adresser dans la démocratie. Par contre, la démocratie, c'est la République. Elle dépasse les tribus, elle dépasse les individus, et elle s'exprime par des règles horizontales. Mais le problème de la société camerounaise, c'est la verticalité et l'horizontalité. Pris comme ça, les téléspectateurs vont accepter que j'aille un peu plus vite pour aller dans le fond du problème. Il est évident qu'aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble de la richesse nationale, la manière où elle est distribuée, cela pose un problème. Il est évident qu'aujourd'hui, l'ensemble de cette richesse est possédée par ceux qui sont aux affaires. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une bourgeoisie administrative. Et que le survie et la représentation dans la société n'est que administrative. Que le respect de soi-même n'est que la société par décret. C'est ça la République aujourd'hui. Et lorsque vous avez cela, vous voyez un État parti qui a pratiquement enveloppé, c'est-à-dire que le parti État ou l'État parti, mais bien entendu, l'État qui est devenu complètement le parti, le gouverneur, le sous-préfet. Donc, dès lors, il y a à se questionner sur la manière où les choses se sont passées. La justice populaire vient quand le fossé social est extrêmement grand. Il dégage la suspicion et le radicalisme. C'est-à-dire que quand vous allez dans le sud, vous allez dans les zones où ils sont dominés, où c'est l'élite administrative qui domine, la vie enchantée commence là-bas dès le jeudi. Vous le savez bien. Le jeudi, le vendredi, le samedi et lundi matin, la ville reprend son tour normal. C'est-à-dire que l'oisiveté
le chômage. Alors on confond solidarité et charité. Donc on peut aller comme ça dans l'exercice de la sociologie de l'analyse. Il s'agit que dans la société camerounaise d'aujourd'hui, les richesses sont mal distribuées. Il s'agit de ça. Il s'agit qu'aujourd'hui, la valeur républicaine d'un jeune, c'est l'emploi. Sa préoccupation première, c'est l'emploi. Son souci premier, c'est l'emploi. Et par contre, quand il n'en a pas, il a l'impression qu'il ne représente rien dans la société. Or, qu'est-ce qu'on lui propose? On lui propose de la charité, le pain, la sardine, l'assistance, pour des besoins ponctuels qui ne règlent pas son problème sur le long terme. Et une fois le temps passé, il s'en rend compte que la réalité le rattrape. C'est cela l'ensemble de cette problématique. Donc je peux expliquer ça de 1000 manières, mais on ne peut pas en même temps nous demander que nous adoptons la démocratie, que nous empruntons la langue française, que nous empruntons la langue anglaise pour s'exprimer et refuser que le dialogue national ne puisse pas être partie de la famille. C'est cela, tu vois, on est dans ce concept-là, un corpus qui est extrêmement complexe, dans lequel il y a l'anthropologie, la sociologie, le linguistique, tout ça, ça se mélange. Donc, je voulais lui parler que c'est un problème, il faut faire très très attention. La deuxième chose, elle ne s'est passée pas qu'à 100 000 mètres. Il y a quelque temps à Douala, à Deido, ça s'est passé. J'ai vu un problème ponctuel d'une interface entre une jeune fille et un monsieur, après les enquêtes, qui a dégénéré, et on a vu un quartier qui a failli s'embraser. Et avec du recul aujourd'hui, on se rend compte que il y a des gens qui ont joué des rôles extrêmement importants pour apaiser, notamment le commissaire de la sécurité publique, le commandant de brigade, les élites du coin ont joué des rôles pour apaiser. Et c'est en cela qu'on aurait pu bien attendre des élites du Sud. L'apaisement, dans un premier temps. Et je peux faire fi de cela pour faire un rapprochement. Il y a eu dans le nord-ouest et le sud-est 2000 morts, plus de 2000 morts. Mais lorsqu'il y a eu le dialogue, les gens sont venus. Au moins, on peut se féliciter, si tant est qu'on attend aujourd'hui dans la classification des résolutions, les solutions immédiates qu'on peut apporter. Le fait que les gens sont venus. Je me félicite, comme a dit Momba tout à l'heure, que les gens vont faire des rapprochements entre les élites politiques pour essayer d'apaiser au mieux ce problème dans un premier temps et de l'adresser. Mais en fond, dans le fond, il s'agit de quoi? Il s'agit que cette richesse nationale est de plus de 5 000 milliards. C'est le budget du Cameroun. Il s'agit que ces 5 000 milliards sont gérés par la fonction publique. Il s'agit que ceux qui sont riches sont les fonctionnaires. Il s'agit que ceux qui sont réussis dans la société, c'est ceux qui ont les voitures, les villas et qui passent des vacances à l'étranger. C'est ça notre modèle de réussite. Le modèle de réussite aujourd'hui, maître, je suis désolé, ce n'est plus toi et moi qui avons été à l'école. Non, ce n'est plus le modèle de réussite. Ce n'est plus que parce que tu as pondu quelque chose qui permet X nilo à faire avancer la société. Non. Celui qui a la respectabilité de la République, comme tu dis, c'est celui qui a les valeurs matérielles. Et ces valeurs matérielles-là, à l'heure actuelle, se trouvent à la fonction publique. Et à la fonction publique, c'est le décret. Et le jeune le dit, nous ne pouvons pas être aux affaires et ne pas en bénéficier. On considère donc l'État comme un gâteau où l'on partage. Encore une fois de plus, une fois qu'on a terminé ça, j'en viens aux solutions. La solution, Momba l'a dit, c'est très bon. Il faut changer cette classe politique qui n'est plus en capacité de résoudre les problèmes de la société. Parce que résoudre les problèmes de la société, c'est d'abord, les adresser, de les hiérarchiser, ensuite de prioriser pour pouvoir dégager les moyens nécessaires. Aujourd'hui, le département du Dja et Lobo doit être une ville futuriste. En est-il le cas? Non. Aujourd'hui, le premier vivier d'emploi dans toutes les villes du Cameroun doit être aujourd'hui le BTP, c'est-à-dire que les travaux publics en habitement ou en ce qui concerne le logement. Est-il le cas? Non. Aujourd'hui, il est question qu'on demande à chaque jeune, à travers sa PME, futur agricole, futur éleveur, de pouvoir subvenir à ses propres besoins et d'être agréé à la CNPS. Est-ce le cas? Non. On ne peut donc pas se prendre au jeu que lorsque vous avez la possibilité d'avoir des solutions venant des autres élites qui vous disent que la solution, ce n'est pas ceux qui vous proposent, mais d'autres solutions que vous refusez d'une manière ostentatoire à les suivre sur le prisme que c'est des partis de l'opposition ou plus ou moins c'est des gens qui ne puissent pas trouver le problème, le quotidien en ce qui concerne la boisson et s'en plaindre par là.
Et je voudrais terminer pour dire que nous sommes arrivés à un moment important. Et les crises dans chaque pays sont toujours des moments extrêmement importants pour innover, pour régler. En 92, la crise des années 92 a emporté le président de l'Assemblée nationale qui s'appelait Fonkacha Lawrence. A emporté le premier ministre qui s'appelait Sadou Ayatou. A eu de nouveaux gens qui sont restés aujourd'hui aux affaires, Mongba le sait bien, Kava Yege Dibré et les autres ministres subséquents, les premiers ministres subséquents. Il est temps que nous changeons cette manière de faire là, avec des gens qui vont être innovants dans la manière de pouvoir perspectiver la société. Et la première revendication de la jeunesse aujourd'hui au Cameroun, c'est l'emploi. Si vous apportez les solutions aux emplois, et par contre je parlerai de ma chapelle, si vous le souhaitez bien, nous trouverons des solutions aux emplois d'abord, avant tout, et bien repartir la richesse nationale. On ne peut pas avoir 5 000 milliards, avoir les salaires pinoches à la fonction publique et être complètement au solde de ceux qui ont les valeurs de la corruption comme valeur de référence. On aurait ces angles. Il y a justement ce problème. On dit que là-bas, le Sud, il y a tellement d'élites, les jeunes ne comprennent pas qu'avec autant d'élites, ils continuent de croupir sous cette misère-là. Oui, surtout dans le dialogue. Oui, vous permettez qu'avant de donner suite à votre question, il faut que j'apporte une petite observation. Je suis surpris que le fédéraliste ethnique d'hier redevient subitement républicain. Et je voudrais ici, je me suis posé quelques petites questions. Vous savez, la beauté et le devoir d'un agriculteur, c'est de pouvoir nourrir l'humanité. La beauté et le devoir d'un médecin, c'est de pouvoir porter des solutions aux problèmes de santé. La beauté et le devoir d'un mécanicien, c'est de pouvoir porter les solutions mécaniques. La beauté et le devoir d'un enseignant, c'est de pouvoir transformer la société. La beauté et le devoir d'un politicien, c'est de pouvoir porter les solutions à sa communauté, à sa société. Je voudrais sur ce plateau, je ne peux pas laisser passer ce que M. Maître venait tout à l'heure de dire, parce que le RDPC aime bien manger. Apparemment, c'est un condiment qui est apprécié dans toutes les sauces. Mais il faudrait qu'on comprenne qu'en certains moments, lorsqu'on essaye d'introduire le RDPC dans toutes les sauces dont on a soi-même concocté, il devient très épicé et amer pour ceux qui n'ont pas compris les vertus et les bien-fondés du RDPC. Je voudrais sur ce plateau essayer de m'interroger et dire à M. Diéou que son leader et son parti, ce qui constitue la base aujourd'hui, comme l'a reconnu certains de leurs leaders, des affinités avec les sécessionnistes, qu'ils sont très mal placés pour donner des leçons à Sam Lima. Ils sont très mal placés pour donner des leçons à Sam Lima. Parce que aujourd'hui, vous voyez comment ils ont voulu surfer sur ce que la crise que nous avons eue au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous savons la suite. Et je pense qu'ils ont voulu exploiter ce pan, mais ça ne donne pas. Je me pose quelques questions. Qu'est-ce que leur leader faisait de façon injustifiée à La Réunion en 1987 avec Monseigneur Ndogmo à Paris? Qu'est-ce qu'il faisait? On parlait de quoi? Qu'est-ce qu'il en est de tout ce qu'on veut nous réciter ici sur ce plateau lorsque M. Diéou voudrait faire ressortir son parti comme étant une sorte de médecin qui peut sortir une autopsie par rapport au problème de 100 000. Ils sont très mal placés. Et je voudrais qu'ils répondent à ces questions. Qu'a-t-il fait? Qu'en est-il devenu des tontines collectées lors de la campagne présidentielle? On allait dans des tontines collectées. C'était pour quel but? Pour la campagne présidentielle. Nous sommes dans le sujet, non? Oui, nous sommes dans le sujet. Parce que là, il s'agit, lorsque vous suivez l'intervention de Maître tout à l'heure, on va nous ramener dans un prisme ethnique. Et je voudrais ressortir, après ces interrogations, le dire, mais qui est-ce qu'on a vu collecter des argents dans des tontines, dans certaines tontines, pour faire une campagne, ici et à la diaspora? Je voudrais également lui poser la question, mais quelle était l'obsession tribale lors du contentieux électoral? À Mondiovision, qui est-ce qu'on a vu
placer au devant de tous les Camerounais son appartenance ethnique et revendiquer que est-ce qu'il y avait un concours pour appartenir à une certaine tribu. En mondiovision, lorsqu'on veut pouvoir venir surfer sur la vague de Saint-Mélima, on est très mal placé pour donner des leçons. Je voudrais dire à M. Diou qu'il faut qu'il fasse très attention. Nous sommes à l'apaisement. Et je pense que tout à l'heure, M. Zipan a essayé de lui donner certaines réponses par rapport à ces interrogations. Il faut faire attention. Les Camerounais sont de plus en plus intelligents. Ils sont sages. Ils savent sur quel terrain vous avez essayé, mais ça n'a pas mordu. Rendez-vous. Rendez-vous. Reconnaissez que vous avez mal fait. Et sur ce plateau, ce que vous nous dites pour Camerounais, c'est que pas la magnanimité de celui-là que vous voulez vilipender aujourd'hui. Vous avez fait une lettre d'excuse, on vous l'a accordé. Mais restez tranquille, préparez-vous pour les échanges. Vous êtes en train de tuer les milliers d'espoirs des Camerounais. On ne peut pas, je ne peux pas accepter sur ce plateau, M. Serralontou, laisser mettre surfer sur la vague tribale. Pourtant, ils en ont les instigateurs. Qui est-ce qu'à Mondiovision, on a vu des gens collecter l'argent dans des tontines pour venir soutenir qui? On a collecté à Saint-Mélima, on a collecté à Maroua, on a collecté à Garoua. Où est-ce qu'on a collecté ces argents-là? Il faut qu'on fasse très attention. Et lorsqu'on connaît le concept idéologique de Monseigneur Ndokmo, et dont on connaît les adeptes, il n'y a pas quelques jours, au lendemain de la grâce qui leur a été accordée, des circonstances qui leur ont été accordées, de donner liberté à certains compatriotes, y compris leurs leaders, nous avons suivi en Mondiovision. Au lendemain, un de leurs leaders se reconnaît, être admiratif, fait un rapprochement avec les sécessionnistes qui veulent diviser ce pays. Et lorsqu'on vient poser le problème de Saint-Mélima ce soir sur ce plateau, M. Serge Alaotou, je suis très gêné. Je pensais que le fait que vous ayez permis que M. Diou et moi nous soyons côte à côte, c'était une sorte de rapprochement, au moins idéologique. La politique n'est pas qu'un combat permanent. La politique est un combat d'idées. Mais on ne peut pas, lorsque M. Diou finit de vous expliquer ce que vous expliquez, que retiennent les jeunes de Saint-Mélima, que retiennent les jeunes d'Obala, que retiennent les jeunes de Bafoussam. Non, nous sommes un pays uni et indivisible. Et nous connaissons les qui sont allés percevoir les financements à l'extérieur et à l'intérieur dans certaines communautés d'appartenance ethnique pour pouvoir diviser et détruire le Cameroun. Donc, soyons intelligents. Vous avez tout à l'heure, je voudrais sortir par là. Le RDPC dont vous êtes en train d'effectuer tout à l'heure, je voudrais tout simplement vous lire un petit passage sur le point 7 de la profession de foi de notre candidat. Je m'engage à renforcer davantage l'égalité et les chances entre tous, sans discrimination, fondée sur le sexe, la religion, la langue ou l'ethnie. C'est une des principales missions. Donc, vous ne pouvez pas vous accentuer sur la région d'origine du président de la République et venir soulever les émeutes. Heureusement, tout à l'heure, M. Zipan vous a rappelé que les émeutes de Dedo étaient-ils encore les jeunes de Saint-Mélima? Les émeutes qu'on a suivies ailleurs étaient-ils encore? Non, il faut comprendre qu'à un certain niveau, enough is enough. La politique, ce n'est pas ce que vous voulez faire pour comprendre aux Camerounais. La politique, c'est autre chose. Et il faut bien l'apprendre. Et nous avons retenu, je pense que vous l'avez retenu à vos dépens, que la politique, il faut changer de cadre. César Nourengobo, on ne va pas. Nous parlons de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, ce n'est pas Deido, nous parlons de Saint-Mélima, il y a quelques jours. Personne n'a dit qu'il ne s'est jamais rien passé à Deido. Non, monsieur, vous ne répondez pas à la fin de maître. Moi, j'étais en train parce qu'il m'a invectivé. Là, vous mettez un peu le débat. On parle de Saint-Mélima. Et que notre soir, on traite de l'actualité. Personne n'a jamais dit qu'il n'y a pas eu Obala, qu'il n'y a pas eu Deido. Nous parlons de ce qui s'est passé à Saint-Mélima. Quand vous aviez suivi tout à l'heure l'intervention, Serge Alain de Maître, je pense que tout était ramené. C'est mon parti qui a été laminé. Et il était question que je démontre. Oui, vous l'avez fait. S'il faut parler de politique tribale, j'ai essayé de prendre certains de ces points pour montrer que ce soit la collecte, que ce soit les mots, que ce soit les réunions et l'idéologie que prône ce parti, ce n'est pas dans le cadre du rassemblement et de la République. Aujourd'hui, ils se veulent républicains, ils ne le sont pas.
Je crois qu'il sera moins long, hein, Maître Mbataïdjo. Je vais vous donner la parole en deuxième partie, Maître Ndjou. Hein. Vous allez répondre à César Nourengo. Rapidement, le temps d'aller au journal. Oui, vous avez tout à l'heure parlé des autorités administratives, le préfet qui pouvait empêcher les populations de partir. Okay. Mais je dois vous dire que le communiqué du préfet m'a aussi inquiété. Oui. Parce que quand vous voyez son communiqué, vous vous rendez compte que il souffre du syndrome des autorités administratives qui ont tendance à se confiner dans une espèce de conformisme hypocrite. Oui. Parce que dans son communiqué, il parle de l'assassinat, il parle d'un soupçon de vol. À aucun endroit, il ne parle des émeutes de pillage. Vous comprenez? Donc, moi aussi, ça m'a pas... disons que ça m'a inquiété. Et en plus de cela, d'où vient-il qu'un problème comme ça, au lieu d'être réglé par le préfet ou le sous-préfet et la justice qui est là, il faut que c'est les élites qui partent de Yaoundé pour venir régler ces problèmes? Ce n'est pas normal. Ça veut dire que la République est sérieusement menacée. Okay. La République est sérieusement menacée. Et je peux même vous dire, je peux m'aller plus loin en disant que l'État est instrumentalisé par les élites. Et maintenant pour chuter, puisque apparemment vous êtes en train de vouloir me retirer la parole. Non, pas me retirer, c'est le journal. Non, pour chuter, je dois dire que... C'est le journal Mbataïdjo. Bon, on va revenir. Oui, on va revenir. Hein. J'ai promis également à Maître Ndjou, je sais qu'il sera, il va répondre à César dans un instant. Madame, monsieur, on va donc observer notre... Sauf que je ne suis pas venu ici pour César. Hein. Il faut que je le... Donc vous n'allez pas répondre à César? Je répondrai, mais je prendrai mon temps de parole et je saurai à quoi l'utiliser. Ok. Le temps de dire bonsoir à Cédric Noufelé pour les titres du journal. Bonsoir Cédric. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons du regard de la communauté internationale sur le grand dialogue national qui s'est tenu au Cameroun près d'une semaine après ces assises. Ce sont les États-Unis, l'Union européenne et la haut-commissaire des Nations Unies auprès des droits de l'homme qui appellent encore à un dialogue inclusif et constructif à plus long terme après celui qui s'est tenu au Cameroun, relevant que la situation des droits de l'homme ne cesse de s'aggraver dans les régions anglophones. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de la réaction du mouvement pour la renaissance du Cameroun après les émeutes survenues à San Mélima. Le président de ce parti est le professeur Maurice Kamto, qui tense les élites qui, selon lui, élites de cette partie du Cameroun, qui ont tenu un discours tendant à stigmatiser les populations. Il appelle les forces vives de la nation à pouvoir débattre sur la question du tribalisme d'État au Cameroun. Nous parlerons de sa réaction dans le journal de 20h. Nous reviendrons également sur cette interview exclusive de Célestin N'Djamène, secrétaire national aux droits de l'homme du MRC, qui a évoqué des révélations troublantes sur les circonstances de son arrestation, son interpellation et ses conditions de détention du côté de Yaoundé. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la controverse autour de la grève des transporteurs du côté du Cameroun, notamment dans les régions septentrionales. Que se passe-t-il réellement? Élément de réponse à suivre dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. Madame, Monsieur, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite donc, Madame, Monsieur, à la pause journal. C'est le journal qui vous sera une fois de plus présenté par Cédric Noufelé. Let there be light. Tour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Hilaire Zipan, Maître Roland Diou, Honoré César Ngomo et Moumbat Amadou Aïdjo. Moumbat, dites-moi, vous avez suivi, on est toujours resté dans ce qui s'est passé à San Mélima, cette fois-ci, le MRC monte au créneau, tandis que vous, le MRC demande une enquête judiciaire indépendante, des sanctions exemplaires pour les auteurs. Et vous avez dit à l'entame de cette émission que l'UDC entrevoit de faire une descente, du moins c'est parlementaire, oui, dans un souci d'apaisement. Oui, vous ne voulez pas une enquête? Comme j'ai dit dans mon propos d'entrée, les élus originaires du Noun, les élus députés et maires du département du Noun, seront dans la région du Sud le 17. Le 17 octobre. Le 17 octobre, c'est-à-dire jeudi, ils ont envoyé un courrier au gouverneur aujourd'hui. Je crois que le gouverneur l'a reçu.
dans leur programme, ils doivent rencontrer les autorités administratives, le gouverneur de la région, le préfet du Djaï-Lobo, le sous-préfet de Sang-Mélima, le maire de Sang-Mélima, les députés, les députés locaux, les FMO, les forces vives, au premier rang desquelles les victimes. Il est donc question de... Puisqu'ils ont déjà écouté, ils ont entendu toutes les populations qui sont arrivées, les victimes qui sont arrivées, à Yaoundé et à Fumbo et à Fumba. Il est donc question de voir les mesures qui ont été prises, d'abord en termes d'enquête, et puis surtout des mesures pour rassurer les populations. Parce que comme je vous ai dit, il y a surtout le traumatisme que les populations ont vécu. C'est une hantise. Maintenant, s'il est question que les gars rentrent vaquer à leurs occupations, je crois qu'il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre. Et des commerçants qui ont perdu, pour la plupart des commerçants. Maintenant, quand j'ai fini de dire cela, tout à l'heure, vous avez lu le témoignage d'un jeune, je crois, le porte-parole des jeunes de la ville. Je ne peux pas m'empêcher de dire que son témoignage est symptomatique de deux choses. La première chose, ce témoignage prouve qu'il y a une crise de représentativité. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en parlant de paradigme de gouvernance, parce qu'ils ne se reconnaissent pas, ils ne se reconnaissent plus en leurs élites. Les personnes, les personnalités qui sont supposées les représenter, ces jeunes n'ont plus confiance à ces élites. Et deuxièmement, ce témoignage est symptomatique des problèmes économiques qui se posent au Cameroun. Parce que voyez-vous, je crois que c'est Zipan qui l'a dit à un moment donné là, il est question d'apprendre à pêcher aux enfants plutôt que de les nourrir tous les jours aux poissons. Vous comprenez? Et quel poisson? Et à un moment donné, il n'y a plus assez de ressources pour pouvoir les entretenir. Non, pour revenir à l'image d'Hilaire Zipan, il dit que c'est des localités qui vivent à partir de jeudi, vendredi, samedi, parce que l'élite locale est entre guillemets au village. Lorsque l'élite locale rentre en ville, c'est le train-train quotidien. De lundi, on attend encore jeudi. Oui, encore faut-il savoir quand l'élite rentre au village. Bon, je ne veux pas stigmatiser toutes les élites, mais je dois dire que c'est un constat qui est patent. Vous comprenez? Et encore une fois, ce n'est pas le problème des élites du Sud. Ce n'est pas le problème des élites de Sang-Mélima. C'est le problème des élites camerounaises. Dans le système actuel que nous appelons à l'UDC les forces négatives de positionnement. Et quelque part, on a même parlé des luttes de positionnement entre ces élites, qui n'est pas à exclure. Vous comprenez? C'est une élite comprador. Ce n'est pas une élite qui se met au service des populations. C'est une élite de jouissance. Parce que lorsque vous allez, qu'est-ce que ces jeunes demandent? Ils ne demandent pas grand-chose. Ils demandent de pouvoir les soutenir dans leurs projets, dans leur... Encore, il faut leur dire la vérité. Il faut dire la vérité aux élites, leur dire qu'aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens de régler tous les problèmes des populations. Donc, il est question de soi-même se battre, accompagner ces élites. Je vais vous faire un témoignage. Lorsque le patriarche, l'ancien DCC est décédé, moi je suivais à la télé et on a passé le micro, il y a eu un vox populiste, je ne sais pas comment on appelle ça, un vox pop aux populations de Zoé Télé. Il y a des gens qui ont dit, moi je me souviens, j'ai cette image là, quelqu'un qui a dit qu'il avait rencontré, il avait un problème, il lui fallait 500 000 pour ouvrir son atelier. Et il lui a donné un coup de main, il lui a donné 200 000. Voilà l'atelier qui marche aujourd'hui. C'est ce genre de choses. Et non venir à la veille des élections dire que bon, c'est l'antichambre du chef de l'État, il faut aller aux élections, il faut gagner, il faut donner 100%. Depuis qu'on donne 100% au chef de l'État dans le Djaï-Lobo. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Okay. Donc, à la limite, ces jeunes sont à plaindre. Vous comprenez? Ces jeunes sont à plaindre. Et au-delà de ces jeunes, les jeunes de toute la nation camerounaise,
Okay. Donc il faut changer de paradigme de gouvernance. Il faut régler le problème de représentativité. Les populations n'ont plus confiance à leurs représentants, à leurs élites. Et partant, ce sont les institutions qui souffrent. Parce que ces élites, dans leur subconscient, se confondent avec les institutions. Et c'est pour ça qu'ils instrumentalisent, les autorités administratives, ils instrumentalisent l'État. Okay. Et c'est pour ça que pour chuter, je vous disais tout à l'heure que pourquoi est-ce que le préfet, le sous-préfet, le maire, la justice locale n'a pas réglé ces problèmes? Il a fallu que les élites partent de Yaoundé, de partout, pour venir agir en lieu et place des autorités qui sont les représentants locaux de l'État. C'est un problème. Le ministre Moutazé est même revenu, hein? Il était à l'étranger, il est revenu. Il était en Italie, il est revenu pour ça. Maître Diéou, justement, vous, au MRC, le professeur Maurice Kamto, il est un peu plus dur, hein? Il demande une enquête et des sanctions pour les auteurs. Si vous trouvez que ça, c'est être dur, oui. Bon, je vous demande, vous aurez proposé quoi à la place? Qu'on laisse impunis les auteurs de ce crime crapuleux? Si vous estimez que Kamto n'est pas dur, il demande ce qui est normal en pareille circonstance. En pareille circonstance, on fait des enquêtes, on identifie les auteurs, on les traduit devant la justice et on les sanctionne. C'est la moindre des choses. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je dois indiquer ici que le constat selon lequel les représailles et les pillages avaient un caractère communautaire, ce constat-là n'est pas de moi. Il n'est pas du MRC, il n'est pas de Maurice Kamto. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord autour de cette table, et la presse avec, que c'était des représailles à connotation communautaire. Parce que j'ai vu le poil de M. Ngomo se hérisser tout à l'heure quand je lui ai rappelé cette vérité patente-là. Peut-être que selon lui, il ne faut pas, quand on est du MRC, parler, tout simplement. Parce que lui, il estime que si c'est nous qui relayons ce que tout le monde a pu constater, alors c'est un problème. Il a même eu un trésor d'ingénierie parce qu'il a réussi à faire le rapprochement entre Saint-Mélima et Monseigneur Albert Ndokmo, qui est quand même dans ce pays une figure de mon point de vue, et je suis très mal placé pour donner des leçons à qui que ce soit. Je crois qu'il faut... Il est une figure de la doctrine tribale, il faut le dire. C'est aussi simple, il faut le dire aux téléspectateurs. Je disais donc que je ne sais pas comment on peut faire ce genre de grand écart sans se déchirer quelque chose, de partir de ce qui s'est passé à Saint-Mélima pour en arriver à Monseigneur Albert Ndokmo. Je crois qu'il faut respecter la mémoire pour chercher des raccourcis qui confirment en fait ce que j'ai indiqué dans mon propos. Parce que vous savez, parfois on essaye de défendre quelqu'un en l'enfonçant sans se rendre compte. J'ai indiqué dans mon propos qu'on a tendance au RDPC, en ce qui concerne l'affaire de Saint-Mélima, à minimiser. C'est ce que j'ai dit. J'ai indiqué à ce moment-là, et apparemment M. Ngomo ne m'a pas suivi, qu'il n'était pas question de se réveiller. Je crois que c'est l'expression que j'ai utilisée, de se réveiller sur Saint-Mélima. Parce que c'est des cas qui ont eu lieu ailleurs. Je crois également avoir indiqué que malgré que ce soit des cas qui se sont faits ailleurs, ce n'est pas une raison pour minimiser et pour passer sous silence. Mais malheureusement pour lui et ceux qui lui ressemblent et ses semblables, quand nous exprimons, ils sont tellement prompts à tomber sur nous à bras raccourcis qu'ils ne font pas l'effort d'écouter. S'ils avaient écouté, ils auraient compris que précisément, et d'ailleurs la communication qu'a commis le président élu, le professeur Maurice Kamto, à ce sujet est assez claire. Il ne faut pas céder précisément aux sirènes de ces replis communautaires-là. Il ne faut pas céder à cette tendance à régler des problèmes socio-économiques par la violence. Mais il faut aussi qu'on ait le courage, une fois qu'on a posé le constat selon lequel les réactions excessives avaient aussi un peu de carburant tribal, qu'il faut résoudre le problème du tribalisme au Cameroun. Il n'est pas normal que des appels ou des incitations à la haine ne soient pas, au vu de notre ordonnancement juridique actuel, condamnés par la loi. Il faut que l'État ait le courage d'inscrire dans notre corpus juridique, notamment pénal,
une disposition qui permettra de réprimer tout ce qui peut être instrumentalisation du phénomène tribal. On doit pouvoir au Cameroun affirmer son identité culturelle sans que cela ne soit incompatible et contradictoire avec sa citoyenneté républicaine. Et pour cela, il faut qu'on ait le courage, vraiment le courage d'adresser la question du vivre ensemble, de réprimer celle du tribalisme et de se mettre d'accord sur ce que nous entendons par république. J'ai écouté quand M. Zipang a dit tout à l'heure que nous sommes des Bantous et qu'il est bon qu'on ait des terroirs. Et donc, si nous devons avoir des terroirs, M. Zipang, cette question ne peut pas se régler en l'abandonnant aux communautés. On ne peut pas abandonner la question de la nécessité d'un terroir pour les communautés aux communautés précisément. Parce que si on le fait, rien n'empêchera que telle ou telle communauté, par exemple, remette en cause le droit de propriété au nom de la conquête du terroir. Ce serait en réalité, par exemple, mettre sur une balance déséquilibrée le terroir, la notion de terroir que beaucoup confondent avec celle d'autochtone, avec par exemple la propriété, par exemple avec le respect de l'égalité des citoyens. Et je vois M. Ngomo fouiller son livre pour nous sortir une autre promesse, de saupoudrage par laquelle on va dire aux gens que M. Biya avait dit ceci, M. Biya avait dit cela. On a cité d'ailleurs tout à l'heure le projet de société. Un projet de société qui, 40 ans durant, n'a pas réussi à prouver du travail. Je veux dire, sois un peu égoïste. Si on avait été un peu égoïste, on aurait réglé ce que Feu Charles Ateba Yene avait appelé le paradoxe du pays organisateur. Parce que ce qui se passe à Saint-Mélima ressemble à s'y méprendre à une illustration comme si elle était commandée du paradoxe du pays organisateur. Et les gens du RDPC y répondent par une autre formule de Feu Charles Ateba Yene, par l'art d'être hors sujet. Ok, justement, ma question demeure, Honoré César Ngomo, comment comprendre qu'avec autant d'élite, il y a ce problème? Je vous ai posé la question en première partie, je veux la réponse. Si vous pouvez me donner la réponse. Que les jeunes du sud, surtout du Djaïlopeur, en viennent à se plaindre, avec autant d'élite. Vous me permettrez, dans l'art d'être hors sujet, de pouvoir, en 30 secondes, donner réponse à ce que Maître Joe vient de nous étaler. Oui, rapidement. Il y a Maître... Je voulais en quelques mots, parce qu'il a essayé de décrire quelque chose dont il a la réponse. Et je fais tout simplement un constat que la géographie électorale qui a contribué à la position seconde de son candidat, je note tout simplement que la géographie électorale n'était autre qu'il me réponde de quelle ethnie était cette géographie. Et la deuxième question était tout simplement de quel autre candidat a pu monter une brigade d'intolérance, de tribalisme, entre parenthèses appelées basses, et des alliances avec les sécessionnistes, dans des actes de terrorisme et la haine tribale. Alors, quand il vient sur ce plateau, essayer de faire comprendre que le RDPC est à l'origine de tous les maux dont il veut nous attribuer aujourd'hui, je voudrais tout simplement répondre à votre question que Saint-Mélima, oui, peut-être il fait conscience d'ignorer que j'ai tout à l'heure interpellé les jeunes de Saint-Mélima là demandant qu'ils n'étaient pas... Or, la loi n'était pas au-dessus de la loi. Sauf qu'il ne s'agit pas de vous. Parce que l'information qu'il ne veut pas vous donner, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de jeunes qui ont été interpellés par rapport à ce problème et qui vont répondre d'une certaine façon. Mais là, il fait semblant d'ignorer parce que la justice n'est pas muette au Cameroun. Elle agit partout. Et comme elle agit en mettant hors d'état de nuire certains de vos leaders qui ont voulu tenter à quelque chose et qui ont demandé des excuses par une lettre que personne ne voit.
Parce que vous connaissez un les mises en gage de certains de vos leaders qui sont retenus aujourd'hui, vous êtes mis en garde. Cette lettre, si vous ne respectez pas, si elle existait, elle serait à la poste centrale de Yaoundé à l'heure où je vous parle. Non, nous ne sommes pas au marché central. Nous sommes pas au marché central. Nous sommes avec Inox. Une curieuse lettre qui nous fait le plaisir de pouvoir débattre sur des sujets de notre société. La problématique des jeunes de Sambélia, moi je veux le dire aussi simplement, l'élite, elle reconnaît qu'elle a fauté. Et tout à l'heure, j'aurais bien voulu, quand M. Njoya, M. Amadou Aïdjo, essaie de globaliser l'élite, mais j'observe que l'élite de l'UDC, elle est peut-être quand même un peu différente de celle du ADPC. Parce qu'au ADPC, on n'a pas un mari député, femme députée aussi, ou ministre et autres. On essaie au moins de faire une certaine répartition. Il y en a un qui est président du Conseil constitutionnel. Chez nous, on ne peut pas... on ne peut pas vivre... Vous le saviez au moins. Vivre cet état de crise sociale. Parce que la jeunesse qui est au centre de tous ces débats a un problème. Aujourd'hui, je suis très bien d'accord avec lui. Pourquoi attendre l'élite alors que nous avons des autorités, des sous-préfets, des préfets qui sont censés pouvoir réguler et faire asseoir. Et moi, je voulais même faire une suggestion. Ces élites qui vont atterrir à 100 000 le 17 parlent et qu'à la fin, qu'on nous envoie les images, comment elles s'embrassent et qui se promettent désormais défendre ce territoire dans un vivre ensemble harmonieux. Merci. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir Serge Alain. Dans un instant, 100% football. Au menu ce soir, Sylvestre. Au menu ce soir, vous l'avez vu il y a cela quelques instants, dans le journal de Cédric Noufélé, la grosse interrogation, Paul Biya aura-t-il enfin son stade de football? Difficile de répondre à cette question. Le stade qui devrait porter son nom en construction depuis plus de 3 ans maintenant dans la banlieue de Yaoundé à Olimbe précisément. Les travaux de ce chantier sont en arrêt depuis plusieurs mois. Narcisse Molekombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, y a effectué une descente ce jour et le patron de ce département ministériel constate lui-même qu'il y a lieu de s'alarmer et ça met véritablement de la pression sur le comité d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, puisque jusqu'ici c'est ce stade qui est retenu pour abriter la cérémonie d'ouverture de la CAN 2021. Nous en parlerons sur le plateau 100% foot ce soir, tout comme nous reviendrons sur le galop d'essai d'Antonio Conceição, le technicien portugais sur le banc de touche des Lions Dronta pour son premier match, fait match nul, 0 but partout contre la Tunisie, c'était samedi dernier à Arades. Alors que sur le banc des Lions à prime, ça y est, des entraîneurs camerounais ont enfin des contrats. Yves Clément, Aroga Atentio, Clément Asimba, Emmanuel Ndoubé-Bosso ont paraphé des contrats de 2 ans, renouvelables éventuellement. Principale mission, remporter le CHAN 2020 que devrait organiser le Cameroun. Plusieurs clubs se préparent à reprendre le championnat ce samedi 18 octobre. Beaucoup d'entre eux ont tenu des assemblées générales qui des congrès le week-end dernier. Et le trophée des champions, lui, a été remporté par Stade Renard de Mélan qui a battu 3 buts à 1 UMS de Loma. Voilà, dans un instant, 100% football avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. On va sortir avec vous, Hilaire Zipan. Que se passe-t-il sur le corridor Douala-N'Djamena, Douala-Bangui? Rapidement. Non, c'est un sujet extrêmement délicat pour que vous le preniez très rapidement. Oui. Il s'agit que l'économie camerounaise, qui a un littoral, doit pouvoir ravitailler le Tchad et la Centrafrique. Il s'agit que le SNTRC, qui est le syndicat leader avec la plateforme syndicale, travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et on a adressé un certain nombre de récriminations vis-à-vis de ce gouvernement. Le gouvernement a posé sa signature en prenant l'engagement de résoudre ces problèmes-là, mais malheureusement, comme c'est le SNTRC qui, dans sa force de puissance, a posé ce problème, suscite des jalousies à l'intérieur de l'activité syndicale. Et il y a donc un syndicat qui est né il y a à peine 6 mois pour des fins inavouées, qu'on appelle le GTTC, qui essaye donc d'empêcher ce SNTRC de travailler en collaboration avec le gouvernement et de travailler avec le Tchad. Vous savez bien que les Tchadiens et les Centrafricains viennent de signer avec le Cameroun pour relancer le corridor. Et donc, par conséquent, les problèmes que nous avons sur les tracasseries, sur la taxe à l'essieu, sur un certain nombre de problèmes, doivent être adressés. Et vous savez également que le Cameroun traverse une crise difficile. Le comprendre, c'est faire preuve de responsabilité. Le comprendre, c'est dire à ce que
aux uns et aux autres que ces problèmes existent, mais l'organisation gouvernementale ne peut pas tout régler tout d'un coup. Donc, par conséquent, le ministre des Transports, Ernest Galé-Bibé, a rencontré ces deux syndicats en leur demandant de surseoir à leur mot d'ordre. Okay. D'ailleurs, depuis le 10 de ce mois, le mot d'ordre lancé, ils ne l'ont pas levé. Malheureusement, les transporteurs sont de notre côté et ils ont donc posé cet acte de vandalisme. Je profite de ce truc pour dire que nous sommes dans un état de droit, comme disait Maître Ndehou. On ne saurait tolérer qu'un camion vandalisé, et je le dis avec force d'autorité, s'il y a un seul camion qui est vandalisé et que nous avons les images, quelle que soit la personne qui est derrière cela, nous allons le chercher. La République de récréation est terminée et l'économie camerounaise a besoin d'être repartie. Et le Tchad... Non, on le dit avec autorité parce que nous sommes propriétaires des camions. Et un camion, ça coûte énormément d'argent. Et lorsque vous voyez un camion qui est vandalisé et qui coûte des centaines de millions, ça veut dire simplement qu'on est dans une République de Waterloo. C'est terminé et demain, le ministre va devoir adresser à ces syndicats-là une dernière mise en garde. Merci, on se calme. Honoré César, on fait un stade de Paul Biya. Vous êtes prêts? C'est bon? Oui ou non? Vous êtes content? Oui. Ok, merci. Merci beaucoup. Les travaux sont en train d'avancer. Merci beaucoup. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au...